Aymar de Chary, Gann Assurance. Donc toi, le e-commerce, il sert à quoi? Créer du trafic en magasin? Alors nous, en fait, la question qu'on se pose, c'est pas vraiment si le e-commerce, je ne sais plus quelle était la question exacte de la table ronde, mais c'est le e-commerce peut-il se passer du commerce traditionnel, mais c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire le commerce traditionnel peut-il se passer du e-commerce? Donc on est plutôt un acteur traditionnel, c'est pour ça que j'ai mis ma cravate cet après-midi. Ouais, t'as vu que Franprix, voilà. ils en ont pas mis. Hein. Exactement. Donc c'est toujours un peu coincé dans l'assurance. Voilà, notre enjeu, c'est plutôt de continuer à avoir un commerce traditionnel qui se développe avec le e-commerce qui aide ce développement. Gann Assurance, c'est combien d'enseignes aujourd'hui? Alors Gann Assurance, c'est à peu près 1000 agents généraux. 1000 agents qui ont leur pas de porte? Exactement, qui ont leur pas de porte. Et pour bien comprendre le modèle, hein, c'est un peu comme des franchisés dans la grande distribution, dans le retail. Donc ce sont des indépendants par rapport à l'entreprise d'assurance. Quel profil? C'est des mecs agiles, c'est des mecs connectés, ou c'est plutôt des gens qui sont nés avant 1994? Ils sont plutôt nés avant 1994. En général, le recrutement, c'est des gens qui ont une dizaine d'années en entreprise et qui prennent un cabinet d'assurance vers à peu près 40 ans. Donc on a aujourd'hui des gens qui ont entre 40 et 60 ans dans ce type de poste. Donc, en deux mots, toi, le e-commerce sert à... Clairement, le e-commerce sert à amener du business en magasin. Aujourd'hui, c'est notre stratégie et notre enjeu, c'est de maintenir l'agent général au centre de la relation client. Audrey Leblanc. Donc Audrey Leblanc, donc c'est Bata, donc une marque universelle, légendaire, qui existe depuis des années. Hein. Combien de temps? Alors ça existe depuis 135 ans et c'est depuis bien avant 94, puisque c'est 1936 en France. Et voilà, aujourd'hui pour nous, le web, c'est essentiellement un apporteur d'affaires. Ouais, c'est tout. On est vraiment sur la génération de trafic en magasin. Et tout le business, même qui soit géré sur le site internet, est redistribué en magasin. D'accord, donc vous ne faites pas de business sur le net? Alors on fait du business sur le net. Ça pèse combien? Ça pèse combien Alors c'est à peu près 5% du chiffre d'affaires global. Et ces 5% sont reversés au chiffre d'affaires global magasin. D'accord. Alexandre Notin, donc responsable e-commerce et stratégie chez Franprix. Franprix, c'est 900 magasins en France à peu près, filiale du groupe Casino. Tout à fait. On m'a dit que Casino, c'était dur à cuire, c'est vrai? C'est un beau groupe. C'est un beau groupe. Est-ce qu'il vous laisse libre de faire ce que vous voulez? Alors, chaque BU, chaque marque a des dispositions, effectivement, pour agir sans avoir de directive globale. D'accord. Donc chaque BU a une grande indépendance de marque. Vous reportez jamais sur vos supérieurs? Vous faites ce que vous voulez? Si, bien sûr. Alors, surtout sur l'alimentaire qu'on a lancé avec ces discounts. D'accord. Donc le e-commerce pour vous, ça sert à quoi, clairement? Alors clairement, c'est comme pour mes chers voisins, un vecteur de trafic qui va générer des ventes en magasin. Donc pour nous, le e-commerce, c'est avant tout une plateforme qui génère des commandes et donc du chiffre d'affaires qui descend directement dans nos magasins physiques. On a parlé des marketplaces tout à l'heure. Vous avez monté ça chez Franprix? Alors, on a monté un schéma marketplace avec Cdiscount, autre filiale du groupe Casino, pour lancer de l'alimentaire sous la marque Alimentaire Express. Et donc, Franprix commercialise des produits et les commandes générées par Cdiscount descendent dans nos magasins sur Paris. Voilà. Donc, le schéma est assez simple et ça nous permet du coup de générer du trafic complémentaire en plus du trafic physique des magasins. Donc je suis à côté de Geoffroy Légoni, c'est pas Franprix, c'est Auchan. Donc c'est la filière immobilière de Auchan, c'est Imochan, c'est ça? C'est ça, Imochan. Je travaille sur le projet aushopping.com, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un e-centre commercial qui regroupe les enseignes présentes dans nos galeries et qui les met en avant pour les vendre. Voilà, donc il y a un système de marketplace, de e-réservation qui est en cours. Voilà. Et donc le net, est-ce que ça crée du trafic dans les magasins? Comment ça s'articule entre les deux? Aujourd'hui, pour être efficace, il faut savoir qu'un gros centre commercial fait 15 000 clients jour. Voilà, un gros centre commercial, le Auchan va faire 2 millions de chiffre d'affaires. Donc le centre commercial, c'est encore un lieu de destination et c'est un lieu de business.
On ne parle pas forcément de visiteurs comme sur le web, on parle de clients, puisque les gens ils viennent forcément, c'est un lieu de destination pour acheter. Donc le but, c'est de montrer ce qui se passe dans nos centres pour attirer le trafic vers nos centres. Aujourd'hui, que ce soit Google, même si derrière il y a du ROI, si on faisait le ROI en centre commercial, on s'apercevrait que le ROI il est de 80%, voire 90%, alors que sur le web, il est vraiment très faible. Alors le e-commerce peut-il se passer du commerce traditionnel? Vous avez envie de répondre quoi à cette question? Non. Vous, Alexandre? Pour moi, non, c'est indissociable et aujourd'hui, c'est comme je disais, un vecteur de trafic en plus, un trafic virtuel certes, mais qui apporte du chiffre d'affaires. Philippe Leurtel, est-ce que ça t'étonne leur réponse là, finalement? Non, pas du tout. Non, mais je voulais savoir quelle est la part, enfin si vous pouvez parler bien sûr, quelle est la part du e-commerce pour Franprix dans le réseau global? Un peu confidentiel. Non, mais entre nous, un petit pourcentage. En pourcentage. Un petit pourcentage. C'est quoi? C'est 5%? 1, 2, 3, 5, 7, 10 15? Allez, entre 0 et 10. Entre 0 et 10, donc c'est plutôt 10. Plutôt 10. D'accord. Alors Bata, parce que Bata, il y a beaucoup de choses qui se passent. Qu'est-ce qu'on peut penser de... Qu'est-ce qu'on peut dire sur Bata là aujourd'hui? Sans polémique. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut dire sur Bata? On peut dire que Bata doit se réinventer clairement, qu'aujourd'hui Bata, c'est encore un réseau de 5000 magasins dans le monde. En France, Bata n'existera plus du tout à fin août. C'est le cas en Suisse également. Aujourd'hui, Bata est encore présent en Italie, en Espagne avec une autre enseigne et en République tchèque, puisque c'est une marque tchèque historique. Voilà, donc comment, justement, pour faire revivre Bata à l'international, donc Espagne, Italie, etc., est-ce que ça passera par le e-commerce? Est-ce que ça passe par des magasins encore puissants? Alors ça passe clairement par du e-commerce, ça passe par le besoin de revoir son service client, de revoir l'approche qu'on fait aujourd'hui aux clients. On parle de e-commerce, on a beaucoup parlé des services adjacents comme la e-réservation, le click and collect, le pick and pack, le store to home, enfin et tous ces services qu'on y ajoute. Aujourd'hui, le consommateur est souvent bien plus averti que les responsables de magasins et leurs équipes. Donc c'est là-dessus vraiment que Bata doit travailler. Aujourd'hui en France, on était malgré tout arrivé à générer plus de 5% de notre chiffre d'affaires grâce à ces services et grâce à l'apport du web. Il faut continuer dans ce sens-là. Alors je vais passer la parole à nos chroniqueurs. Donc Christophe Kuhner, Vice President Marketing Monde de Generix. Juste, si vous appuyez sur les boutons, c'est vrai, les chroniqueurs là. Alors, je vais te donner celui de Philippe Leurtel. Hop, ça c'est le direct live. Hop. Merci. Oui, moi je revenais un peu sur le titre de la question, le e-commerce peut-il se passer du commerce traditionnel? Et j'ai vu, tiens, il n'y a pas un seul e-commerçant qui fait que de l'e-commerce sur scène. Et je me suis posé la question, mais pourquoi? Et après on s'est dit, mais quel e-commerçant qui fait du produit traditionnel existe encore? Et en fait, il y a évidemment Amazon qui est la grosse tête d'affiche que tout le monde connaît, mais en fait, les autres e-commerçants qui font que de l'e-commerce, il n'y en a plus beaucoup en fait qui sont debout face justement au retail traditionnel, sauf avoir trouvé une voie un peu particulière, un axe spécifique. Et je trouve ça assez intéressant et j'aimerais justement un peu interpeller nos acteurs sur scène, justement, ce qu'ils pensent des acteurs purs e-commerce. Est-ce que c'est encore une concurrence pour eux ou pas? D'accord. Donc c'est quoi la question là? Tu veux que je fasse venir des acteurs du e-commerce? Bon, on va en parler, e-commerce. Non, mais moi je peux peut-être rebondir sur la performance des acteurs de e-commerce, on va dire les assureurs directs purs en France, en tout cas sur le marché français. Clairement, ils n'ont pas percé. Donc vous avez aujourd'hui une part de marché de la souscription, on va dire pure e-commerce sur le marché qui est de l'ordre de 3%. Donc c'est vraiment un marché qui n'a pas du tout explosé. Il y a beaucoup de raisons à ça dans le domaine de l'assurance, c'est notamment lié à la complexité du produit, lié au fait que justement tous les assureurs ont énormément un réseau de boutiques très important qui fait que vous pouvez très facilement trouver le conseil. Et donc aujourd'hui, on ne voit pas d'essor de la part de marché du e-commerce pur dans ce secteur. Il y a des gens comme Sarenza, on a parlé de Spartoo, certes, qui fait toujours des tentatives, puisqu'une partie de notre réseau est partie aussi chez eux. Mais aujourd'hui, des gens comme Sarenza ont quand même prouvé
que dans un monde de pure player, on peut faire de très beaux résultats. Ah. Et sur la partie alimentaire, ce qu'on voit, c'est que globalement, on en est encore pas mal au début. C'est-à-dire que Amazon est en train de préparer son lancement. Sur la partie fraîche, aujourd'hui, ils vendent de l'épicerie. Donc nous, l'objectif a été évidemment de les prendre de court et de lancer plus vite avec ces discounts. On croit beaucoup au modèle marketplace. Donc c'est pour ça qu'on cherche à ne pas créer notre propre site e-commerce et à être présent plutôt sur des sites qui génèrent eux-mêmes déjà du trafic. Donc par rapport à ça, voilà. Mais une marketplace interne. Une marketplace ou des marketplaces où je serai vendeur. Voilà. David Ledouarin d'Advalo, deuxième chroniqueur, président d'Advalo, c'est ça? Non, je suis juste fondateur. Fondateur d'Advalo, oui. Non, c'est juste pour faire un témoignage. En effet, peut-être que dans l'assurance, les pure players n'ont pas su percer, mais c'est vrai qu'on retrouve d'autres secteurs dans lesquels les pure players comme Promo Vacances ou comme Aramis Auto sont venus finalement se physicaliser, si on peut dire ça, c'est-à-dire vraiment ouvrir des magasins, en tout cas ouvrir des points de vente. Et c'est vrai que pour eux, le ROI de ce point de vente, il est intéressant parce que c'est à la fois le chiffre d'affaires qui est conclu, qui est converti en point de vente, mais c'est aussi directement finalement un incrément de chiffre d'affaires sur l'e-commerce. Concrètement, si j'achète mon voyage chez Promo Vacances, si j'ai une agence en bas de chez moi, s'il y a un problème, je sais chez qui je vais aller me plaindre. D'accord ? Donc c'est vrai qu'on voit que finalement il y a une vraie complémentarité entre la facilité, le fait de se décomplexer dans l'achat e-commerce, dans la mesure où il y a finalement un réseau de magasins à proximité. Donc c'est vrai que ça ouvre le champ en tout cas à toutes les stratégies omnicanales. Aujourd'hui, moi je suis fondamentalement convaincu qu'un réseau de 500 magasins, il peut être bien meilleur qu'Amazon parce qu'il sait délivrer en moins de 10 minutes n'importe quel produit dans ses magasins. On sait les essayer, on sait avoir un accueil. Un réseau de combien de magasins? Je dis n'importe quoi, un réseau de 500 magasins par exemple. Plus puissant qu'Amazon. Ah bah évidemment, puisque en bas de chez toi, tu peux tout de suite aller l'essayer. Pourquoi attendre que ça vienne le lendemain en 24 heures? Donc, t'as un accueil... Pourquoi vous avez peur d'Amazon alors? Ah ben nous, on n'a pas peur d'Amazon. On aide les marques justement à capter de la data pour être aussi bonnes qu'Amazon. Et je pense que c'est ça l'enjeu. Elles ont aujourd'hui des gens qui savent capter de la donnée en magasin, qui savent accompagner leurs magasins et qui savent accompagner leurs clients en magasin. Et ça, aujourd'hui, ça leur donne un argument extrêmement fort pour être bien meilleur qu'Amazon demain matin. Alexandre Notin, Franprix a peur d'Amazon? On n'a pas peur d'Amazon, on a même hâte qu'ils se lancent parce que je pense qu'on est plutôt sur un marché qui est encore en construction sur l'alimentaire en ligne et on a besoin qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui s'y mettent. Ça, c'est clairement, plus on créera de la concurrence et mieux ce sera. La grande force des commerçants actuels, c'est justement d'avoir cette proximité qu'Amazon n'aura jamais, puisqu'il a un entrepôt à 50 ou 60 km de tous, alors que les commerçants, ils sont au pied des consommateurs qui vivent là, et donc on peut gagner du temps. La seule chose, c'est qu'on revient encore à l'humain, on revient à l'organisation, on revient et tant que tout le monde ne s'accordera pas correctement à ne pas travailler en silo, à avoir une bonne organisation, de bien s'entendre, d'éviter les guerres de pouvoir et qui fait quoi, etc., on réussira à passer le Amazon. Oui, alors justement, je vais passer la parole à Bertrand, c'est ça, qui s'occupe de la supply chain notamment. Donc un commentaire sur justement entre Amazon et le commerce physique. On m'a un peu forcé la main. Oui, mais c'est ça mon boulot. En fait, c'est vrai que pour la supply chain, Amazon, ils sont très forts. Voilà, c'est un modèle, tout le monde les connaît. Ils font partie du top 25 de la supply chain dans le monde tous les ans. C'est clair qu'ils n'ont pas de réseau physique. Par contre, ils y pensent comme beaucoup de gens qui sont des produits e-commerce. Ils se sont tellement enrichis sur le taux des commerçants pendant des années que maintenant ils sont assez riches pour créer leur propre marque. Ils pensent à créer leur propre réseau de distribution parce que c'est un manque. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils se préparent à le faire, ils recrutent des gens dans les marques et puis ils se préparent, donc ça va arriver. Donc voilà, c'est vrai que nous aujourd'hui on a la force des commerçants d'aujourd'hui et des réseaux, notamment en France, c'est la proximité avec le client. Donc c'est la première force. Le digital, il est au service de ça. Le digital, ça fait des années qu'on dit ça va remplacer, c'est la nouvelle solution. Et puis finalement, on revient à la fin dans le magasin où il y a du contact. Voilà. En fait, il commence. C'est là où la douleur peut être profonde à un moment donné, c'est qu'Amazon commence par les lockers. Alors, voilà. Donc on met des lockers un peu partout, donc il y a du colis qui va arriver dans plein d'endroits, aussi bien dans les rues que dans les centres commerciaux, parce que les bailleurs centres commerciaux acceptent Amazon avec les lockers. Et le jour où Amazon va voir que le flux est important, à ce moment-là, on pourra sûrement créer un réseau de magasins ultérieur. Donc c'est le début.
Christophe Kenner. Ouais, sur le sujet logistique, parce que c'est très important ce que fait Amazon sur la logistique. Et la logistique, aujourd'hui, le retailer, il a une force beaucoup plus grande qu'un Amazon. Amazon, il va avoir 1, 2, 3 entrepôts sur un territoire comme la France. Derrière, un retailer, lui, il a ses entrepôts, mais il a aussi tous ses points de vente qui sont des entrepôts, avec un stock qui peut être soit en back-office, soit dans le magasin lui-même. Et mettre la bonne relation, la bonne intelligence pour que le produit qui est dans un magasin, on puisse le ramener 10 km plus loin, sur le magasin d'à côté, etc., avec le bon système derrière, ça, c'est vraiment des choses qui existent déjà. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir un Amazon dans la gestion de ses stocks, dans la gestion d'un service super rapide. Ça, c'est clairement le genre de choses, on l'a déjà démontré chez plusieurs de nos clients, c'est des choses qu'on sait faire dès aujourd'hui, ça. Alors Alain de Bonobo qui s'occupe du digital et du marketing. Oui, et sur la partie textile, en tout cas, elle est prioritaire et stratégique aujourd'hui chez Amazon, mais avec un modèle pour, je ne sais pas, ceux qui le connaissent, ceux qui commercialisent sur Amazon, qui est de mettre à la vente uniquement des produits permanents ou semi-permanents. Ce qui fait que ce n'est pas une réelle concurrence avec les marques qui, elles, vendent en permanence de la nouveauté. C'est vraiment un autre modèle, donc il ne faut pas en avoir réalistement peur. Je passe la parole à SciPlay. Donc, voilà. Je rejoins ce que disait Audrey plus tôt, c'est-à-dire que le e-commerce, alors Amazon est un peu trop loin de nos bases, mais le e-commerce est un vecteur, un apporteur d'affaires. Et si aujourd'hui, comme chez Gann, les gens vont en agence, c'est pour avoir du conseil, c'est pour avoir l'expertise de quelqu'un en face de soi. Et c'est là où vous êtes tous unanimes là-dessus, et j'en suis très heureux, c'est que le digital est au service du magasin et est là pour augmenter le chiffre d'affaires du magasin. Ok. Je peux rebondir juste sur le point de le conseil. Nous, on le traduit très concrètement par en fait une offre qui sur le digital se veut être avec un prix le plus compétitif possible et en général des offres d'assurance qui sont relativement peu disantes en termes de garantie. Et le consommateur qui lui ne comprend rien à toutes ces choses-là se fait expliquer par notre agent général la qualité du produit qu'il est en train d'acheter potentiellement sur le web et on réussit très significativement à monter le panier moyen parce qu'on est passé en magasin. Il y a vraiment un écart de panier moyen entre ce qui s'achète sur la toile, pour les 3% dont je parlais, et ceux qui vont en magasin. Mais c'est encore une fois, derrière, il n'y a pas les mêmes garanties d'assurance en général. Alors, oui. Non, mais pour rebondir, il y avait Google qui avait fait une conférence il n'y a pas longtemps et qui disait bien il y a 9 ventes sur 10 aujourd'hui qui sont toujours en magasin. Et effectivement, on a beaucoup investi sur les sites e-commerce, mais quand on voit que 88% de son chiffre d'affaires est quand même généré par les gens en magasin, finalement, il faut se reconcentrer dessus, leur donner les moyens de donner des bons conseils à leurs clients pour augmenter les ventes et du coup revaloriser le métier du vendeur. Alors j'aimerais passer la parole aussi après à Régine Van Ems. Oui, non, juste un petit chiffre, c'est vrai que si on regarde le top 100 de l'e-commerce aux États-Unis, il est majoritairement trusté par des gens qui ont un réseau de magasins. Donc on retrouve Amazon, QVC et quelques gros acteurs, mais pour tout le reste, ce sont des retailers. Donc l'e-commerce aujourd'hui appartient aux retailers. Alors, Régine, qui observe tout ça, le multicanal, etc., il y a plein de questions qui ont été posées. Ce qui m'étonne, c'est qu'on parle vraiment du point de vente. Et il y a encore 1 an ou 2 ans, on parlait que du digital. Oui. Donc je trouve ça extraordinairement intéressant. Peut-être parce que c'est que des points de vente qui sont sur scène, non ? Peut-être, mais alors moi je pense qu'il ne faut pas tout jeter non plus, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent le digital et donc il y a la place pour des gens qui vendent uniquement par Internet. Il y a des gens qui ont des trajectoires d'achat qui sont digitales puis magasins, donc il faut leur laisser le choix et de manière générale il faut laisser le choix aux consommateurs. C'est-à-dire que le jour où je suis fatiguée, j'ai pas envie de sortir, je vais pouvoir commander online et le jour où j'ai au contraire envie de rencontrer des gens, je vais pouvoir aller en magasin. Et le magasin doit être réinventé, moi j'en suis convaincue, à la lumière du parcours déjà réalisé par le client online. C'est-à-dire que si je viens en magasin, j'ai déjà été sur le site internet d'une marque, j'ai déjà eu un parcours et mon parcours en magasin va être absolument différent que si je n'ai pas été sur le site avant. Les produits que je vais regarder, un vendeur est tout à fait capable aujourd'hui de savoir si le client est allé sur internet avant. Un client qui est allé sur internet avant, c'est ce que je disais hier, il va directement au produit, il va directement au rayon. Et tous les fondamentaux du commerce sont à réinventer en prolongement d'une expérience vécue online. Le problème, c'est qu'il y a des clients qui viennent sans être allés sur Internet avant, qui adorent faire du shopping. Donc on va devoir avoir un magasin avec une double clé d'entrée. Une clé d'entrée pour les internautes et une clé d'entrée pour les shoppers qui viennent là pour déambuler, pour avoir du plaisir. Vous n'êtes pas d'accord ? Pour déambuler, pour avoir du plaisir et pour voir une rencontre avec un produit et un vendeur. Alors, pourquoi tu n'es pas d'accord ? Non, je pense que c'est la même personne. C'est la même personne qui peut démarrer son parcours en magasin et va ensuite continuer sur le web. Donc c'est vrai qu'il faut jouer cette complémentarité. On sait qu'un client omnicanal, il a une valeur de 3 à 7 fois supérieure à un client monocanal. Donc je pense que les enseignes ont très largement intérêt à favoriser
de la fertilisation entre le point de vente et le digital. C'est quelqu'un qui viendrait le samedi en magasin et à qui on propose un produit complémentaire le lundi sur l'e-commerce, en lui disant achète-le en e-commerce parce que finalement s'il ne te convient pas, tu connais ton magasin en bas de chez toi, tu vas pouvoir l'échanger gratuitement. Ça, c'est à mon sens une bonne proposition à leur faire et un moyen assez simple d'aller générer de l'uplift sur l'e-commerce après une visite qui a pu démarrer en effet directement en magasin, quoi. Audrey Leblanc. Ah, le micro là, voilà, celui-là il est fatigué. Alors on a beaucoup gagné le jour où, en septembre dernier, on a lancé l'e-réservation et d'un coup, on a quasiment doublé le chiffre qu'on arrivait à générer avec notre site. Donc il y a eu un effet lancement bien sûr, mais ça ne s'est pas vraiment étiolé. Et le client tout d'un coup découvrait la facilité et la possibilité d'aller essayer un produit qui était quand même assez contraignant. Comme la chaussure, on aime quand même bien essayer et toucher. Et on s'est rendu compte que finalement, les taux de transfo étaient aussi très intéressants, puisqu'une fois que le client essayait, on avait des très beaux taux de transfo. La e-réservation, c'est un sujet fondamental. Je ne pourrais pas vous dire ce qui se prépare, mais beaucoup de choses qui se préparent sur le domaine de la e-réservation chez l'acteur majeur français du e-commerce. Vous verrez dans les prochains mois, prochaines semaines, France et Europe. Et c'est vrai qu'on a fait plein de tests sur ces sujets-là et c'est absolument fabuleux, hein, en fait. Donc on crée un mini-site dans un grand site, mais au profit du commerce physique. Et en fait, on envoie uniquement son audience qui est dans un nuage sur le commerce physique demain matin, juste avoir la chance d'avoir une belle audience et puis d'être remarqué par les consommateurs qui aiment cette plateforme. Et puis derrière, d'envoyer tous ces gens-là en magasin et de justement travailler ces stocks qui sont en magasin qu'on doit défaire parce que faire revenir un stock dans une unité logistique coûte une fortune. Donc aujourd'hui, c'est de délester les magasins en stock sur place pour diminuer les frais. Audrey ? Non, je rebondis juste sur ce grand acteur de la vente privée qui effectivement le jour, puisque nous on le fait comme tout retailer des ventes privées, voilà, tous les 6 mois à peu près. Et c'est vrai que le client a du mal à comprendre une vente qui a lieu sur vente privée et d'avoir un magasin à côté sur lequel il n'a pas encore de lien. Il dit mais pourquoi je ne peux pas échanger ce que j'ai acheté sur vente privée, pourquoi ci, pourquoi ça. Le jour où on aura cette passerelle, ce sera top. Ça arrive. Je voulais juste confirmer en fait, chez tous nos clients et chez quasiment tous ceux chez qui j'ai discuté, en général passer un site web qui avait déjà une approche e-commerce plus click and collect et ouvrir à la e-réservation, c'est le x2 en chiffre d'affaires, c'est systématiquement vu, hein. C'est ce que j'ai entendu à chaque fois et c'est pas propre à Bata ou à un autre. Donc c'est vraiment, je dirais, l'approche que j'encourage le plus aujourd'hui dans une approche de web to store, se dire le client peut réserver un produit en mettant un acompte ou pas sur le produit, ça dépend de la typologie de produit, et après le retirer en magasin, après l'avoir vu, après avoir discuté avec un vendeur qui pourra générer de l'upsell, du cross-sell, etc. C'est super clé. Alors là, tu viens de dire un truc très important, c'est verser un acompte ou pas d'acompte. Moi, je vous engage tous, pour ceux qui veulent faire ça, c'est de prendre une empreinte bancaire, parce que l'empreinte bancaire, ou l'acompte, c'est 2 tiers, sur les 3 tiers, c'est 2 tiers qui vont venir faire l'achat complet. Si vous ne prenez pas une empreinte bancaire, vous en perdez 2 tiers. Donc il faut engager le client dans cet achat. Donc vous prenez juste une empreinte comme fait Booking, et puis après, généralement, les 2 tiers vont à l'acte d'achat final. Si on ne le fait pas, vous perdez 2 tiers des gens qui ont fait la réservation, donc vous perdez votre temps. Donc je vous donne un petit tuyau que j'ai vu sur le terrain en agissant là-dessus. Oui, allez, Emma, oui. Moi, je vais rebondir sur ce qui est dit. Nous, en fait, on le traduit autrement. C'est est-ce qu'on prend les coordonnées avant d'afficher un tarif en ligne. C'est un élément clé en assurance. C'est est-ce que vous pouvez finalement voir un prix en ayant laissé vos coordonnées ou pas. Et donc nous, on a pris le choix justement de prendre systématiquement les coordonnées parce que derrière, il y a un vrai acte de rappel effectué soit par un call center, soit par les agences elles-mêmes pour relancer un client qui a vu ce tarif. Donc il faut engager le client. Si on ne l'engage pas, on le perd. Allez, on va conclure, Régine Van Ems. Alors moi, j'avais l'impression qu'effectivement, on propose des nouveaux services aux clients comme la e-réservation, le click and collect, qui donnent de la fluidité, de la praticité, mais qui créent de nouveaux irritants. C'est-à-dire que quand je vais chercher mon produit,
que je me suis organisée pour gagner du temps en point de vente et que je vais chercher mon produit et que je dois faire la queue, je suis en train de me dire qu'il y a vraiment des irritants qu'il va falloir lever, que l'omnicanalité génère de nouvelles sources d'irritation. Moi, je rêve demain d'aller chercher un produit en magasin, sans faire la queue, mais en me promenant dans le magasin, et que ma vendeuse vienne m'apporter un produit que j'aurais commandé online. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'irritants qui ont été créés par l'omnicanalité, et que demain, l'enjeu sera de les lever, en fait. Alors Alexandre Notin, comment Franprix gère ces irritants et Alors nous, on ne irrités? fait pas de click and collect, justement, on fait de la livraison sur le dernier kilomètre. La force d'avoir un réseau très fort avec un Franprix tous les 500 mètres dans Paris, c'est de pouvoir livrer au plus près du client et d'avoir du coup des temps de livraison assez courts. Là, sur la partie alimentaire express, on livre en 90 minutes. Donc vous commandez, une fois que vous avez fini, vous avez 90 minutes plus tard vos courses livrées à vélo ou en voiture. Livraison gratuite ou payante? Alors gratuite à partir de 120 € et payante à 5,90 €. Ça aussi, c'est ça irrite. Un autre irritant, ça serait une consommatrice en général qui va sur Internet pour préparer son achat et gagner du temps quand elle vend en magasin. Si le merchandising en magasin n'est pas le même que le merchandising sur le site, elle perd énormément de temps et ça, c'est une source d'irritation. Donc, comment créer du lien en termes de signalétique et de merchandising pour qu'elle s'y retrouve et que ça soit bien un prolongement d'une expérience commencée online? Georges Garnier, non? Petit mot? Donc lui, n'oubliez pas qu'il transforme vos vendeurs en super-héros. Hein. Non mais alors moi pour un petit mot, je rebondis sur ce que disait Christophe effectivement et même ce que vous disiez et ce que disait Philippe. Aujourd'hui, les points de vente sont avec des stocks hyper courts pour justement ne pas surcharger les magasins, etc. Et donc on est obligé d'avoir, comme dit Christophe, des flux de stocks qui sont hyper ajustés de façon à ce que quand le client arrive en magasin et veut sa chaussure, sa cliente veut sa chaussure en taille 39, je ne vais pas lui dire non et je vais pouvoir lui dire c'est pas grave, je ne l'ai pas dans le magasin, mais je te l'encaisse et je te le fais livrer chez toi dans 2 jours. Ou alors je sais que mon magasin à 10 minutes d'ici, là, je te la réserve, tu y vas et ils vont te l'apporter. C'est toute la notion de toujours, alors c'est peut-être pas pour l'assurance, mais la notion de stock est hyper importante pour que les vendeurs puissent toujours répondre aux attentes de leurs clients. D'accord. Allez, dernier mot. Oui, juste par rapport au fait que le merchandising doit être cohérent entre le site web et le magasin. C'est vrai que ça peut être tout à fait pertinent d'aller regarder par rapport aux visites et à la géolocalisation des visites qui sont faites sur un site, de se dire finalement entre le lundi et le jeudi, voilà les produits qui ont été les plus regardés sur le site, et il est fort probable que le samedi, les produits qui sont achetés en magasin correspondent à ces produits qui ont été vus pendant les jours précédents. Donc là, il y a une vraie complémentarité à les trouver finalement sur le parcours des clients ou des prospects en digital et essayer de trouver une corrélation avec ce qui sera effectivement vendu pour potentiellement demain soit modifier finalement le merchandising en magasin, soit aller alimenter la supply chain pour pouvoir lui permettre de peut-être stocker un petit peu plus sur des produits qui seraient des produits les plus demandés en ce moment. Très bien. Sujet suivant, quelles sont les animations digitales et connectées les plus efficaces dans vos points de vente? Audrey, rapidement, les trucs qui vraiment fonctionnent super bien. Tout ce qui est mis en avant en produit, tout ce qui est service, les clients sont très friands de tout ce qui est service annexe. Service, d'accord. Voilà. Chez Gann Assurance, nous, on démarre en la matière sur des animations en point de vente. C'est une de nos difficultés, c'est que comme j'expliquais tout à l'heure, ce sont des franchisés. Et donc il y a parfois une rupture entre l'expérience digitale qu'on peut proposer et ce qu'on retrouve dans le point de vente sur lequel on ne maîtrise pas nécessairement le mobilier, etc. Donc aujourd'hui, on lance des bornes digitales pour présenter un service d'assistance. Alexandre, quelles sont les animations les plus efficaces chez Franprix? Alors, nous, donc, on utilise tout ce qui est, par exemple, promo gaming, ça marche bien. Promo quoi? Promo gaming, donc par exemple les services comme Lucky Cart où vous pouvez gagner un caddie ou ce genre de choses, ça marche très bien. Et après, la deuxième chose, c'est moins de l'animation, mais c'est de la fluidification de l'encaissement. Sur lequel tout service de supermarché doit travailler. Et donc nous, on a lancé des encaissements mobiles qui fonctionnent très bien et qui permettent d'encaisser plus rapidement des gens qui ont des petits paniers.